Voilà, c'est parti. Eh bien, écoutez, donc comme je le disais à l'instant, merci à toutes et à tous d'être présents à ce webinaire qui porte sur le cadre juridique de la reconversion professionnelle. On est ravis en fait de lancer la programmation de l'année 2 du Handipact Occitanie, vous savez, qui débute en mars de chaque année et qui se termine en février de l'année qui suit. Et donc, on attaque effectivement par ce webinaire. Donc, on va vous présenter un petit peu le cadre. Avant toute chose, un grand remerciement évidemment à toutes les personnes qui ont contribué à la préparation et à l'animation de ce webinaire, donc que vous avez effectivement en présentiel aujourd'hui, voilà, avec qui on a effectivement préparé ce webinaire, préparé les différents temps d'intervention. Donc voilà, un grand merci effectivement à Madame Jiménez, à Madame Chourou, à Madame Casa, et puis à Monsieur Martinez, que l'on va présenter tout à l'heure. Simplement pour débuter, quelques petits mots d'introduction, pour vous donner quelques éléments d'actualité par rapport à la programmation justement du Handipact Occitanie. On a fait le choix cette année de vous proposer une programmation donc, à nouveau qui est relativement protéiforme en termes de thématiques de travail, en termes de cibles aussi, et surtout en termes de temporalité. Donc vous allez voir que notamment cette année, on évite la concentration des événements. Donc à chaque fois, vous verrez, il y aura un ou deux événements par mois, mais guère plus. L'idée, c'est vraiment d'espacer les choses au maximum pour éviter la surconcentration des événements. La programmation 2022-2023 donc, est déjà disponible sur le site du Handipact Occitanie. Vous avez la possibilité d'ores et déjà de vous inscrire aux réunions qui vous intéressent, comme d'habitude. Simplement pour vous donner un petit peu de visibilité sur les réunions qui arrivent. Le 12 avril prochain, nous aurons donc une réunion des correspondants handicap qui sera animée par nos collaborateurs et amis de Communes Différences, que vous connaissez maintenant, qui portera sur la prévention et la gestion des handicaps moteurs dans vos organisations, avec notamment une grosse focale qui sera réalisée sur les troubles musculo-squelettiques. Donc voilà, ça c'est le 12 avril prochain, de 14h à 17h. Je ne l'ai pas précisé, mais en fait c'est encore le cas pour toute la programmation du premier semestre. Tout sera évidemment en visioconférence parce que crise sanitaire oblige. 3 mai prochain, on aura un club DRH. Bon, comme vous le savez, nos clubs DRH ne sont pas uniquement ouverts aux directrices et directeurs des ressources humaines. Donc, on continuera évidemment de l'ouvrir aux uns et aux autres, qui portera en fait sur le sujet de la politique handicap et de la gouvernance, comment on organise le portage et politique et institutionnel de votre politique handicap. Donc, on essaiera d'aborder un petit peu ce sujet. On sait que le portage et politique institutionnelle est un élément un petit peu clé, un levier pour la bonne mise en œuvre de vos politiques. Le 10 mai 2022, là, c'est plutôt une réunion fermée, mais je vous la signale quand même. On a fait le choix de proposer en fait un temps d'échange aux acteurs du service public de l'emploi, donc à la fois les pôles emploi, les cap emploi et les missions locales, pour leur présenter l'offre de service du FIPHFP, les partenaires évidemment, et aussi les particularités de la fonction publique. Donc l'idée, c'est d'avoir un petit temps aussi un peu dédié pour eux, pour voilà, qu'ils maîtrisent bien les spécificités fonction publique et du coup l'offre d'intervention du FIPHFP qui en découle. En mai prochain, on aura aussi donc une réunion qui sera cette fois-ci à destination des centres de gestion. On avait initié ça ensemble l'année dernière en novembre avec un premier club des CDG qui manifestement était plutôt intéressant et me semble-t-il répondait à une certaine demande. Donc on continue ce format-là avec ce deuxième club des CDG qui sera préparé notamment sur les thèmes abordés dans les prochaines semaines. Et enfin, pour conclure la programmation du semestre numéro 1, on aura donc une deuxième réunion des correspondants handicap qui, elle, aura lieu le 9 juin prochain, qui portera sur les MDPH. Voilà, donc on a décidé d'intituler ça MDPH mode d'emploi. Donc l'idée, c'est de découvrir ensemble finalement toute l'offre de services des MDPH que l'on connaît en fait aujourd'hui essentiellement autour notamment du processus de reconnaissance administrative des handicaps et de délivraison d'un certain nombre d'aides et de prestations. L'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin et de voir vraiment quel est tout le panel finalement de leur offre de services et d'intervention. On a aussi initié l'année dernière, vous savez, je ne sais pas si on peut parler de club ou en tout cas de réunion un peu spécifique à destination des médecins du travail, de prévention, des infirmiers, bref, de tous les acteurs médicaux et paramédicaux qui interviennent dans l'accompagnement de vos agents. Réunions en fait qui ont plutôt suscité un certain intérêt parce qu'à chaque fois on avait pas mal d'inscrits, on est entre 70 et 80 professionnels médicaux, paramédicaux. Donc on décide de continuer cette année et donc on aura une réunion de travail le 5 juillet prochain. Si vous souhaitez faire passer l'info
à vos services de santé au travail avec plaisir, donc qui portera sur le fonctionnement des cellules de maintien en emploi et notamment en interrogeant la place et le rôle du médecin de travail de prévention là-dedans. Et voilà, du coup, pour ce qui est de la programmation à venir, et donc évidemment, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur le site du Handipact Occitanie. Voilà pour ce qui est de la programmation à venir. Et puis simplement, vous le savez, pour terminer sur ces propos introductifs, le FIPHFP en parallèle organise en fait sa propre programmation nationale qui en fait est alimentée par chacun des handipacts régionaux. Donc vous avez en fait ici la programmation annuelle proposée par le FIPHFP, donc des réunions qui sont ouvertes à tous les employeurs publics de France. Donc programmation, vous voyez, qui est assez large. Alors certains événements sont déjà passés, notamment sensibilisés au handicap par le ludique et le nouveau catalogue des aides et des interventions du FIPHFP. Mais voilà, à partir de mai prochain, vous aurez d'autres thèmes sur l'apprentissage, sur la formation, la professionnalisation des cap emploi, sur la sécurisation des parcours professionnels, etc. Bref, je vous laisserai découvrir la liste complète. Évidemment, vous pouvez vous y inscrire toujours gratuitement. Et j'ai simplement mis une petite ligne en vert qui est en fait l'action qui est portée par le Handipact Occitanie, où en fait, en gros, un petit peu à l'image du club des CDG qu'on a mis en place, dont je vous parlais à l'instant, en fait, on va faire la même chose, mais à l'échelle nationale, donc avec l'ensemble des CDG de France. Bon, il faudra bien qu'on construise les choses pour que ça réponde effectivement à des attentes. Et donc, cette réunion aura lieu au cours du deuxième semestre 2022. Donc voilà, mais évidemment, tous les événements vous sont ouverts. Voilà pour ce qui est du coup des petites actualités du côté du Handipact Occitanie. Et je poursuis du coup avec le thème du jour, le cadre de la reconversion professionnelle. Et avant de vous présenter les objectifs, simplement une petite précision. Nous sommes effectivement dans le cadre d'un webinaire et non dans une visioconférence. C'est ce qui explique que vous n'avez pas la possibilité en tant que participant d'interagir en direct avec nos intervenants, hein, puisque vous ne pouvez ni parler ni être vu. En revanche, vous avez tout à fait la possibilité du coup de nous poser des questions. Vous avez deux onglets pour cela. Un onglet discussion qui fonctionne déjà à plein puisque beaucoup de monde nous disent bonjour, et un onglet questions-réponses où là, vous pouvez nous poser vos questions en direct. Donc, on a plutôt tendance, si vous le souhaitez, à privilégier l'onglet questions-réponses que je vais surveiller évidemment pour pouvoir voilà, rebondir en fonction des questions que vous pouvez poser. Voilà pour les petites précautions d'usage. Concernant les objectifs de la rencontre et l'ordre du jour, donc on va aller tranquillement ensemble jusqu'à midi et demi, hein, on est sur un format d'une heure et demie, simplement pour vous dire que comme l'année dernière, on a en fait un cycle de 4 webinaires que l'on ouvre donc aujourd'hui, qui portera de manière générale sur la question de la reconversion professionnelle et des outils de la reconversion professionnelle. Donc on a ce premier webinaire d'aujourd'hui qui porte sur le cadre juridique et les outils mobilisables en faveur de la reconversion professionnelle. Le 23 juin prochain, on garde toujours le créneau 11h midi et demi. On aura notre deuxième webinaire qui portera spécifiquement sur la période de préparation au reclassement. On sait que c'est un sujet un peu clé pour vos établissements et collectivités respectifs. Le webinaire numéro 3, dont le sujet risque de peut-être un peu bouger, on va voir si on fait notamment un petit zoom sur le CPF, on va en discuter. Mais en tout cas, l'idée, c'est de mettre au cœur du webinaire le sujet de la formation comme outil de la reconversion professionnelle et notamment certains outils de la formation. Et enfin, le 12 janvier prochain, on est vraiment sur un cycle qui s'étale sur une année, le dernier webinaire qui aura vocation vraiment à mettre en exergue les bonnes pratiques de la reconversion professionnelle qui sont portées par vous, employeurs publics du territoire. Donc, on est sur un cycle un peu global que l'on ouvre aujourd'hui. Et les objectifs un peu spécifiques finalement de notre webinaire de ce jour, en fait, ils sont un peu triples. D'une part, l'idée, c'est de pouvoir présenter un peu le cadre juridique de la reconversion professionnelle, de mettre en exergue les dispositifs de droit commun qui sont mobilisables pour les agents de la fonction publique dans le cadre d'une reconversion professionnelle, potentiellement en anticipation finalement d'une usure professionnelle ou d'une inaptitude potentielle à venir. Donc ça, ce sera la première partie de notre webinaire. Et puis de faire un petit zoom sur les dispositifs spécifiques finalement qui sont liés à l'inaptitude. C'est-à-dire qu'à partir du moment où notre agent est reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par le comité médical ou la commission de réforme, quels sont cette fois-ci les dispositifs et les financements évidemment qui peuvent s'ouvrir pour accompagner les agents qui sont concernés. Donc voilà un petit peu comment on a construit notre webinaire.
Donc, si ça vous convient, je vous propose de débuter, de rentrer dans le vif du sujet et donc d'attaquer notre première partie sur les outils de la reconversion professionnelle et sur le cadre juridique de cette reconversion professionnelle. Et je laisse du coup la parole donc à Monsieur Jean-Stéphane Martinez, qui travaille au sein du cabinet Boumendil et Consultants, qui est en fait le même groupe que le groupe Amios, hein, auquel j'appartiens, que je remercie, j'en profite vivement pour le travail qui a été réalisé pour la préparation de ce webinaire et puis pour la participation aujourd'hui. Jean-Stéphane, du coup, je te laisse la parole. Merci Pierre et bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Parfait. Oui, il nous a semblé plus qu'utile dans le cadre d'un webinaire consacré à la question de la reconversion professionnelle, à parler des outils qui sont à disposition en matière de formation. Pourquoi? Parce que bien évidemment, la question de la reconversion professionnelle ou de l'anticipation de la reconversion professionnelle pose la question de compétences nouvelles, voire de qualifications nouvelles. Pour ceci, il y a un cadre juridique. Alors, on parle d'un cadre juridique qui peut vous sembler relativement théorique, mais qu'on rendra, je l'espère, le plus vivant possible, notamment via l'intervention de Madame Chouroux, qui, via ses fonctions de conseillère en évolution professionnelle, a véritablement l'expérience de la construction de parcours et de combinaison des différents dispositifs dont on va parler, qui sont les voies d'accès finalement à la formation professionnelle. Le cadre juridique général, c'est un principe qui a été érigé il y a de ça maintenant 40 ans, tendant à dire que lorsqu'on travaille dans la fonction publique, on ne peut pas avoir moins de droits que si on travaillait dans la fonction privée. Donc l'expérience qu'on a depuis 40 ans, c'est qu'il y a une forme de transposition des droits et voies d'accès à la formation du privé vers le public, avec les adaptations bien évidemment qui sont nécessaires. Et vous le voyez, c'est par une loi du 13 juillet 83 qu'il y a eu reconnaissance de ce droit à la formation aux agents publics. Pour en faire quoi? C'est un droit qui a bien évidemment été objectivé. Et puis là, on a finalement tout le panel des différentes utilités, je dirais, de la formation professionnelle, qui sont favoriser le développement professionnel et personnel, faciliter, on dit même aujourd'hui sécuriser le parcours professionnel, la mobilité, qu'elle soit interne ou externe, la promotion professionnelle et l'accès aux différents niveaux de qualification professionnelle. Permettre aussi une adaptation aux évolutions prévisibles des métiers, c'est ce qui impacte peut-être le plus les compétences aujourd'hui. On a un certain nombre d'évolutions économiques et structurelles qui impactent les compétences et les métiers. Et puis, il s'agit également d'accompagner tous ces mouvements souhaitables d'égalité d'accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et de concourir à la progression des personnes les moins qualifiées. Ce qui a évolué le plus récemment, c'est que les textes nous disent la formation, c'est bien, le volet orientation au sens large est tout aussi important. On reconnaît donc par là même le droit de tout agent public à un accompagnement personnalisé destiné à l'aider à élaborer et mettre en œuvre son projet professionnel dans le cadre de différents dispositifs, mais tout en mettant l'accès sur un dispositif relativement récent, qui est le plus récent en matière d'orientation, qui est le conseil en évolution professionnelle. On aura largement l'occasion de revenir dessus. Alors, une particularité dans la construction du cadre juridique de la formation professionnelle, c'est, je vous le disais, il y a des adaptations des dispositifs que l'on trouve dans le privé, donc dans le Code du travail, vers la sphère de la fonction publique, mais en tenant compte des spécificités de chacune des fonctions publiques. Donc, vous avez là des références aux textes actuellement encore en vigueur pour chacune des fonctions publiques. Ce sont des liens, on ne vous incite pas forcément à aller les voir, parce que l'objectif, c'est qu'à partir de maintenant, on défriche le contenu de ces différents décrets, tout en précisant bien que s'applique un code général de la fonction publique depuis une date très récente, le 1er mars dernier, c'est encore tout frais, où on retrouve finalement un ensemble de règles qui encadrent l'accès à la formation professionnelle dans la fonction publique via ces articles, vous le voyez là, L421.1 à L424-1. Voilà, ça c'était simplement pour les références. En matière d'accès à la formation professionnelle, celui-ci s'opère par la voie de différents dispositifs, c'est-à-dire des logiques d'objectifs.
chacun de ces dispositifs répond à une logique d'objectif et une logique de mobilisation qui lui sont propres. On va les détailler à partir de maintenant, mais pour ne faire que les citer en introduction, il s'agit du plan de formation, de la préparation au concours et examen, de la période de professionnalisation, de la validation des acquis de l'expérience, du compte personnel de formation et du congé de formation professionnelle. À commencer par donc le plan de formation en retenant bien l'idée qu'il s'agit de l'outil qui est à la disposition de l'employeur public. Il y a toujours une discussion, notamment via la représentation du personnel sur le contenu et les modalités du plan de formation. Ça reste un outil quand même relativement discrétionnaire où l'administration, chaque administration, pose les bases de la politique de formation qu'il va appliquer sur une période annuelle ou pluriannuelle. On détermine là le programme d'action de formation. On a à sa disposition une palette extrêmement large d'actions. C'est aussi bien l'intégration et la professionnalisation, le perfectionnement, sous-entendu dans son métier, la préparation au concours et examen professionnel de la fonction publique, les actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française. On n'oublie pas cet impératif qui est un impératif citoyen que de concourir à la lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française, la formation professionnelle statutaire, la formation professionnelle initiale, théorique et pratique, lorsqu'on rejoint son corps, l'adaptation, le maintien et le perfectionnement des connaissances, la promotion professionnelle et la conversion, qui sont là des notions un peu plus propres à la fonction publique hospitalière, qui se traduit aussi par énormément, au vu du matériau sur lequel on travaille au quotidien, qui est quand même très axé sur des obligations de formation qui sont donc généralement posées dans ce plan de formation. J'en profite pour parler d'un acteur alors spécifique à la fonction publique territoriale, bien connu et qui est un acteur clé en matière de conduite des politiques de formation. Le CNFPT, le Centre national de la fonction publique, est une institution à laquelle sont transmis les plans de formation des différentes administrations de la fonction publique territoriale. Et le CNFPT va être un interlocuteur privilégié puisqu'il est chargé d'organiser les actions de formation des agents territoriaux. Pas de l'assurer forcément lui-même. Il y a des conventionnements qui sont faits avec des prestataires de formation et des administrations pour dispenser la formation, mais ça reste un interlocuteur absolument central en matière de conduite des politiques de formation dans la fonction publique territoriale. Si on poursuit cette cartographie des dispositifs mobilisables, je pense que je ne parle pas d'un secret. On a énormément de corps de métiers dans l'administration qui sont accessibles via des concours et examens professionnels. On vise là une promotion de grade, on vise un changement de corps, on vise aussi un emploi dans une autre fonction publique. Ces concours et examens professionnels, les concours réservés ou autres procédures de sélection sont une phase qui permet éventuellement de poursuivre sa carrière dans une autre fonction publique, ainsi que dans les emplois des institutions de la communauté européenne. Voilà qui fait partie de la palette des dispositifs qui sont à la disposition des agents du public pour envisager une forme de mutation d'activité, notamment dans le cadre d'une reconversion. La période de professionnalisation est un dispositif relativement récent. Alors, je précise bien que, comme je vous le disais, les dispositifs de formation tels qu'on les connaît dans la fonction publique sont finalement des déclinaisons de ce qu'on trouve dans la sphère du privé. Dans la sphère du privé, on parle là d'un dispositif, la période de professionnalisation qui n'est plus accessible, qui a été remplacé par un dispositif qui ressemble quand même grandement, dans la mesure où il est prévu que l'évolution professionnelle, une forme de reconversion puisse être possible via ce dispositif qui s'appelle désormais PROA dans la fonction privée et qui remplace donc la période de professionnalisation. Ça correspond toujours à une réalité dans la fonction publique. On a souhaité mettre en place un dispositif qui est spécifiquement dédié à l'accompagnement des agents dans la construction d'un parcours professionnel. Ça veut dire que là, on avance dans l'initiative. On vient de parler de deux dispositifs qui sont plutôt à l'initiative de l'administration. Là, on peut très bien, en tant que personne, en tant que professionnel de la fonction publique, élaborer un projet
d'évolution professionnelle, d'apprentissage d'un nouveau métier dans le cadre de cette période de professionnalisation. Tout en précisant bien qu'il n'existe encore que dans la fonction publique d'État et la fonction publique hospitalière. C'est un dispositif qui n'est plus décliné dans la fonction publique territoriale. On reconnaît une forme de droit à l'agent de bénéficier donc d'une période, d'une durée comprise entre 3 et 12 mois, avec une pédagogie particulière parce qu'elle est fondée, cette pédagogie, sur l'alternance. On occupe des fonctions et on reçoit une formation qui sont liées l'un à l'autre pour l'apprentissage finalement d'un nouveau métier. Vous le voyez, l'objectif, c'est de permettre la réalisation au sein de l'administration d'un projet professionnel qui vise à accéder à un emploi qui exige des compétences nouvelles et qui correspondent à des activités professionnelles différentes. Voilà, la période de professionnalisation, vous le voyez, c'est un dispositif qui est à la main aussi bien de l'administration que sur demande du fonctionnaire. C'est une demande, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas exactement un droit. On formule sa demande et on a une réponse dans un délai de réponse qui est fixé à 2 mois. On est vraiment, surtout pour préciser les choses, sur un dispositif qui relève de la co-construction, à savoir administration et agents. On se met d'accord sur un projet d'évolution avec des compétences nouvelles qui va être suivi dans le cadre de ce dispositif nommé la période de professionnalisation. Avec la validation des acquis de l'expérience, on part d'un postulat qui est que finalement, tout professionnel il détient une expérience réelle. La validation des acquis de l'expérience, c'est ce dispositif déployé maintenant depuis une vingtaine d'années qui permet finalement de faire reconnaître, alors pas seulement ses compétences professionnelles acquises par l'expérience salariée, mais par une expérience non salariée qui serait par exemple une expérience de bénévole ou de volontaire et qui permettrait l'obtention de tout ou partie d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle enregistré dans un répertoire, le fameux répertoire national des certifications professionnelles, qui recense l'ensemble des certifications professionnelles, principalement les diplômes et titres, mais pas uniquement, avec une condition pour accéder à la VAE, qui est de viser un diplôme en rapport avec une expérience d'une durée d'au moins 3 ans. Cette expérience dans le privé, elle a été réduite à 1 an. Il faut donc s'attendre à ce que progressivement, on en vienne, je dis bien très probablement, à une durée d'expérience réduite à 1 an, y compris dans la fonction publique. Là, l'initiative appartient à peu près à tout le monde, dans la mesure où, dès lors qu'on a un projet de VAE, qu'on se dit finalement mon expérience réelle, l'expérience que j'ai acquise entre guillemets sur le terrain, si je veux accéder à des nouvelles fonctions, notamment dans le cadre d'une reconversion professionnelle, je peux la transformer, cette expérience réelle, en expérience formelle, c'est-à-dire par validation de tout ou partie d'un diplôme. Le plan de formation, c'est-à-dire l'administration en elle-même, peut en prendre l'initiative. L'agent peut en prendre l'initiative également dans le cadre de son compte personnel de formation, qu'on va détailler dans quelques instants, ou dans le cadre d'un congé de VAE qui est d'une durée maximale de 24 heures de temps de service, bien évidemment fractionnable. Donc, c'est une prestation qui, très concrètement, si on parle de la VAE dans sa dimension concrète, c'est l'accompagnement dont on peut bénéficier en vue de la constitution d'un dossier qui sera soumis à validation d'un jury, lequel jury décide ou non de valider tout ou partie de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un CQP par le candidat. Le dispositif qui fait peut-être le plus parler de lui, qu'on soit dans le public ou le privé, c'est le CPF, c'est-à-dire l'acquisition, l'agrémentation au fil du temps de droits pour accéder à une formation certifiante. Il s'agit véritablement d'accompagner, là encore, chaque actif. On parle d'un CPF qui est reconnu véritablement à tout actif aujourd'hui. Il s'agit de l'accompagner dans la construction de son parcours professionnel, en acquérant un crédit d'heures qui peut être mobilisé à l'initiative de l'agent, c'est toujours à l'initiative de l'agent, afin de suivre des actions de formation et faciliter la mise en œuvre d'un projet d'évolution professionnelle. Donc, qui est donc particulièrement bien ciblé lorsqu'on parle de mobilité externe ou interne, de promotion professionnelle ou, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la reconversion.
Je ne détaille pas trop dans la mécanique. On est actuellement sur une incrémentation des droits de l'ordre de 25 heures par année de travail dans la limite d'un plafond de 150 heures. Mais il s'agit, ce sur quoi il faut bien insister, c'est des droits qui sont portables tout au long de la carrière. On a des carrières aujourd'hui, on voit que les carrières ne sont plus linéaires. On voit effectivement pas mal d'actifs qui passent de la fonction publique à la fonction privée ou inversement. On parle là, bien évidemment, de droits qui sont portables tout au long de la carrière. En précisant également que on vise une forme de discrimination positive. Enfin, ce n'est pas de la discrimination positive, mais il s'agit d'incrémenter des droits supplémentaires pour les emplois de niveau équivalent à la catégorie C qui ne seraient pas titulaires d'un diplôme ou d'un titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 du répertoire national des certifications professionnelles dont on parlait il y a quelques instants. Donc, une alimentation qui est majorée à hauteur de 50 heures par an et dans la limite d'un plafond de 400 heures. Si on continue un peu sur les dispositifs, on va parler finalement de celui qui est à considérer encore aujourd'hui comme un véritable droit à la disposition des actifs de la fonction publique, qui est le congé de formation professionnelle. On parle là d'un dispositif qui marque la reconnaissance de ce qu'on évoquait tout à l'heure comme étant véritablement un droit, à savoir une ouverture déjà aux agents qui ont accompli au moins 3 années de service effectif dans la fonction publique et qui permet finalement de parfaire leur formation professionnelle, de participer à des actions en vue de la préparation au concours administratif également, avec une durée maximale qui est fixée à 3 années, mais pour l'ensemble de la carrière. Et avec une première année de bénéfice du dispositif qui ouvre droit à une indemnité forfaitaire mensuelle. Est-ce que c'est tout bon du coup, Jean-Stéphane? Je suis passé à la diapo d'après, c'est bon? C'est tout bon. Oui. On continue sur ces dispositifs en apportant simplement une précision d'ensemble pour les dispositifs. On vise un peu, comme on vient de le voir avec le CFP, notamment ceux, et on va être vraiment au cœur de notre sujet, de la reconversion professionnelle, puisque dès lors que on est en catégorie C, que l'on est en situation de handicap et qu'on est avec une reconnaissance du médecin du travail confronté à un risque d'exposition, un risque d'usure professionnelle, on dispose d'un accès prioritaire à ces actions de formation, période de professionnalisation et à l'accompagnement dans le cadre du CEP. On l'a vu, on a une majoration de la durée du congé de formation professionnelle et de la rémunération qui est attachée. Et on a également des conditions d'accès et une durée de congé de VAE ou de bilan de compétences qui sont adaptées. On a également accès à un dispositif un peu plus spécifique qu'on réabordera ultérieurement, qui est le congé de transition professionnelle, ce qui permet de suivre des actions de formation longues nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier. Voilà, donc on a ici le panorama, sans rentrer dans trop de détails techniques, de l'ensemble des dispositifs qui sont accessibles pour la formation en général et dans une optique de reconversion en particulier, tout en insistant bien que ce ne sont pas des dispositifs qui sont mis en place de manière systématiquement autonome. Il faudra bien insister sur le fait que des combinaisons sont tout à fait possibles entre ces différents dispositifs, notamment pour mieux articuler l'ingénierie financière qu'on peut apporter et au financement de ces projets de formation dans une logique de reconversion professionnelle, entre autres projets. Oui, tout à fait. Et effectivement, outre les dispositifs que l'on vient effectivement d'évoquer, il y a aussi des outils qui sont propres aux employeurs qui permettent de compléter finalement l'offre de service à destination des agents qui sont concernés par une usure professionnelle ou un risque d'inaptitude à terme et qui permettent effectivement d'enclencher un certain nombre de choses. On va notamment en parler un peu plus tard. J'en profite pour faire un tout petit zoom, mais très rapide et très succinct sur la loi de transformation de la fonction publique qui a effectivement, vous le savez,
alors en particulier pour les personnes en situation de handicap, hein, qui est le cœur de cible évidemment du Handipact Occitanie, qui a essayé de mettre en place aussi et d'impulser un certain nombre d'expérimentations ou d'obligations un peu nouvelles pour les employeurs publics. Donc, à voir quelle forme elles prennent vraiment, ces expérimentations, ces obligations. Je ne sais pas d'ailleurs si certains d'entre vous ont déjà acté ou engagé un certain nombre d'actions sur ces sujets, mais simplement en deux mots, jusqu'au 31 décembre 2025, il y a un dispositif un peu expérimental de détachement et d'intégration qui doit en fait permettre ou faciliter la promotion interne justement des fonctionnaires reconnus comme étant en situation de handicap dans les trois fonctions publiques. Donc l'idée ici, c'est d'avoir un coup de boost entre guillemets sur les promotions professionnelles des agents en situation de handicap. Ça à titre expérimental avec une évaluation qui sera effectivement prévue après cette date du 31 décembre 2025. Et en parallèle, c'est finalement dans la continuité ou dans une logique de complémentarité, il y a aussi finalement le législateur qui a voulu un petit peu renforcer les obligations des employeurs, justement dans l'accompagnement de ces parcours professionnels, avec du coup une obligation de prendre les mesures permettant aux agents en situation de handicap de développer un parcours professionnel et d'accéder à des postes à responsabilité, sans préciser davantage d'ailleurs le type de mesures, etc., même si on relie ça évidemment à l'expérimentation dont on vient de parler. Et puis toujours sur ces logiques un peu d'évolution professionnelle dans la fonction publique des personnes en situation de handicap. Deux autres petites choses que vous connaissez. D'abord, effectivement, cette volonté de renforcer les aménagements de concours en fait, hein, qui peuvent être proposés aux personnes en situation de handicap. On sait que c'est toujours un sujet un peu complexe à mettre en œuvre de manière très opérationnelle et très effective, et notamment pour les personnes en situation de handicap psychique ou de handicap mental. Donc là-dessus, il y a eu une volonté législative d'élargir un petit peu les modalités d'aménagement qui peuvent à un moment donné être utiles hein, dans un parcours de reconversion professionnelle pour les personnes qui sont concernées. Et puis un objectif quantitatif cette fois-ci de recrutement de 6% de personnes en situation de handicap dans la volumétrie du recrutement des apprentis, étant entendu qu'en fait, le recours à l'apprentissage mettait en exergue le fait que finalement, on n'avait que moins de 5% de personnes en situation de handicap qui étaient dans les flux d'apprentis dans la fonction publique, étant donné qu'il y a cette obligation d'emploi de 6%, voilà, il y a eu une volonté du législateur de augmenter un petit peu la base pour que l'apprenti suive l'obligation d'emploi que vous connaissez depuis maintenant 2005. Voilà, simplement pour ce qui est des petites évolutions aussi législatives, toutes récentes, hein, puisque c'est la loi de transformation de la fonction publique, qui viennent un petit peu pousser finalement un certain nombre de dispositifs pour les travailleurs en situation de handicap. Jean-Stéphane, je te redonne la main pour ce qui est d'une petite particularité, d'un Oui, dispositif qui est poussé, qui est celui de l'apprentissage. oui, on parlait de l'obligation d'emploi en matière d'apprentissage, hein. Je reprends brièvement la parole pour faire un petit zoom sur l'apprentissage, en rappelant bien évidemment que c'est un contrat de travail particulier qui peut être mobilisé dans le secteur public non industriel et non commercial, dans des conditions qui sont en fait fixées par le Code du travail. Donc, c'est un contrat qui vise l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre reconnu. On s'est dit que dresser la palette des dispositifs qui sont mobilisables dans une optique de reconversion, pour être complet, il faut parler du contrat d'apprentissage, notamment parce que, alors déjà, il y a une limite d'âge hein, par rapport à cet objectif qu'a cité Pierre, que de relever le niveau d'emploi des apprentis dans la fonction publique. Un des éléments qui peut y concourir, c'est que dans le Code du travail, hein, avec une loi de 2018, on a relevé l'âge limite d'entrée en apprentissage de 25 jusqu'à 29 ans pour illustrer le fait que finalement l'âge de la jeunesse, on le repousse assez constamment, et tout en précisant bien qu'il n'y a plus de limite d'âge si on est face à un agent public qui a la qualité de travailleur handicapé. Alors, simplement, il faut parler aussi de l'ingénierie financière, hein, parce que là, on court véritablement après l'actualité, dans la mesure où c'est en toute fin d'année 2021 où le cadre juridique a évolué sur le financement de l'apprentissage. Alors, en parlant plus spécifiquement dans la fonction publique hospitalière, où il y a un interlocuteur phare hein, pour la fonction publique hospitalière qui s'appelle l'ANFH, Association nationale pour la formation hospitalière, qui, sur l'enveloppe qu'il gère via les contributions perçues auprès de l'hôpital public, sur cette enveloppe plan de formation, il est désormais autorisé à financer des contrats d'apprentissage. Et depuis le 1er janvier 2022, si on se centre là davantage sur la fonction publique territoriale,
Le CNFPT s'est vu confier un rôle de déploiement d'un dispositif de pilotage de la compétence apprentissage, en effectuant actuellement tout un travail de recensement auprès des collectivités locales et des établissements publics qui en relèvent, des besoins en recrutement en apprentis et surtout, du point de vue de l'ingénierie financière, en apportant un financement avec application de plafond. Mais de ce que j'ai pu voir, ils étaient quand même relativement élevés, en apportant un financement qui est de l'ordre de 100% des coûts pédagogiques qui sont liés à la mise en œuvre d'un contrat d'apprentissage. Oui, tout à fait. Et en complément, effectivement, pour les agents en situation de handicap, hein, ça vous le savez, le FIPHFP, hein, on continue d'être interventionniste sur l'apprentissage avec la prise en charge, vous le savez, hein, de 80% de la rémunération chargée des apprentis en situation de handicap. Donc, pour le coup, avec un reste à charge côté employeur qui est de l'ordre de 20%. Et justement, en fait, merci beaucoup, Jean-Stéphane, pour cette cartographie qui est très claire des différents dispositifs de droit commun qui sont mobilisables effectivement et qui peuvent être mobilisés dans le cadre d'une reconversion professionnelle, d'une anticipation de l'usure pro ou de l'inaptitude. On parle des dispositifs, ce qui pose effectivement la question des financements. Petite particularité concernant les personnes en situation de handicap, hein, donc reconnues bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Euh, Simplement, vous le savez, le FIPHFP, alors notamment, a fait évoluer son offre d'intervention au 1er janvier 2022. Hein, donc, pour ceux qui n'ont pas suivi cette évolution, allez bien télécharger la toute dernière version du catalogue qui est sorti il y a quelques mois. Simplement pour vous dire que il y a aussi un certain nombre de financements qui sont ouverts pour les personnes en situation de handicap sur toute cette partie, finalement, formation et reconversion professionnelle. Alors, c'est peut-être écrit petit, mais du coup, je vais vous lister, je vais vous dire ce qu'il y a. Bon, vous le savez, vous le retrouvez dans le catalogue des interventions du FIPHFP. Tout ce qui est bilan de compétences, bilan professionnel et finançable pour les agents bénéficiaires de l'obligation d'emploi avec un plafond qui est fixé à 2000 euros de prise en charge par le FIPHFP. Il y a également des formations, alors qui là pour le coup ne rentrent pas dans le cadre d'une reconversion professionnelle, même si on peut imaginer qu'on l'utilise après la reconversion professionnelle, c'est-à-dire les formations destinées à compenser le handicap, ce que le FIP appelle maintenant les agents qui ont besoin d'une formation liée à l'utilisation d'aides techniques ou spécifiques. On peut imaginer sur une reconversion professionnelle, l'agent arrive sur un nouveau poste et a besoin de se former à l'utilisation d'un matériel spécifique, d'un outillage spécifique, etc. Et donc là aussi, le FIPHFP va intervenir sur deux points en prenant en charge le coût de la formation avec un plafond de 5000 euros et la rémunération de l'agent durant cette période de formation qui sont des formations évidemment relativement courtes. Et donc là, ces deux aides-là sont ouvertes uniquement aux agents bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Après, on a une formation, le financement pardon, d'actions de formation pour les agents qui rentrent en période de préparation au reclassement. Donc là, j'anticipe un petit peu ce qu'on va se dire après sur l'inaptitude une fois qu'elle est constatée par le comité médical de la commission de réforme. Mais du coup, le FIPHFP, pour les trois fonctions publiques désormais, hein, étant donné que tous les décrets d'application de la PPR sont sortis, finance effectivement la formation dans le cadre d'une PPR à hauteur de 10 000 euros et pour une année. Ça, c'est que les agents en PPR. À côté de ça, les agents qui sont inaptes à l'exercice de leurs fonctions suite à un avis du comité médical ou de la commission de réforme, mais qui, pour le coup, ne sont pas en PPR, il y a quand même des financements qui sont proposés par le FIPHFP. Donc, on va appeler ça les aides à la formation pendant le reclassement. Et donc là, c'est pareil, on est sur les mêmes montants, 10 000 euros pour l'agent sur une période d'un an. À côté de ça, il y a aussi du coup un petit peu une évolution, puisqu'il y a aussi ce que le FIP appelle une aide à la formation dans le cadre d'une reconversion professionnelle pour raison de santé. On est typiquement dans le cadre de notre webinaire, avec, donc là aussi, il faut l'inaptitude reconnue par le comité médical de la commission de réforme, avec du coup, effectivement, pareil, une prise en charge à hauteur de 10 000 euros du coût de la formation et une prise en charge jusqu'au 1er juillet 2022 de 60% de la rémunération. Mais attention, petit point de vigilance, effectivement, puisque à partir du 1er juillet 2022, le FIPHFP ne prendra plus que la prise en charge de la formation et non plus les 60% de rémunération de l'agent. Et puis pour les apprentis, je vous le disais, il y a cette fameuse prise en charge de 80% de la rémunération de l'apprenti, mais aussi le FIP va prendre en charge jusqu'à 10 000 euros du coût de la formation de l'apprenti. Donc voilà, sur la dimension financière, évidemment, et pour les personnes qui respectent ces critères d'éligibilité, BOE, PPR, inaptitude après avis de la comité médical ou de la commission de réforme, apprenti BOE, eh ben, il y a des financements qui sont aussi mobilisables en complément. Simplement, deux, trois petits points de vigilance avant d'aller là-dessus. Déjà, être vigilant, vous l'avez vu, au niveau, aux critères d'éligibilité de l'agent concerné, parce qu'on voit qu'en fonction de si on est sur telle ou telle formation, soit c'est de la PPR, soit c'est de l'inaptitude, soit c'est du statut bénéficiaire de l'obligation d'emploi,
On a quand même vite fait de s'en mêler un petit peu les pinceaux sur les critères d'éligibilité. Donc, bon, évidemment, ça c'est le premier point de vigilance, mais j'imagine que vous l'avez bien en tête. Je vous l'ai dit, à partir du 1er juillet 2022, et non pas 20 000 2022, 222, le FIP ne prendra pas en charge la rémunération de l'agent durant l'apprenti pour ce qui est des reclassements statutaires ou changements d'affectation. Et puis, donc, il y a cette fameuse création d'une aide un peu supplémentaire qui s'appelle la formation de reconversion d'un agent atteint d'une maladie évolutive, qui est effectivement une petite nouveauté, où effectivement, cette fois-ci, on anticipe, hein, on est bien dans le cadre de notre webinaire, on anticipe une inaptitude à terme, où le comité médical, du coup, ou alors le médecin gré, si on est sur des agents contractuels, préconise la formation de reconversion pour anticiper l'inaptitude. Voilà. Et puis, dernière chose, mais de manière très transversale sur toutes ces dispositions en matière de formation, le FIP aussi prend, vous le savez, en charge les surcoûts des frais de déplacement et d'hébergement spécifiques, hein, uniquement dès lors où c'est nécessaire pour la compensation, dans la limite de 150 euros par jour. Donc, voilà, des financements qui sont complémentaires. Donc, vous voyez, finalement, Jean-Stéphane a dressé la cartographie des différents dispositifs de droit commun qui sont mobilisables pour les agents de la fonction publique. Petit zoom, effectivement, sur les financements complémentaires qui peuvent être obtenus pour ce qui est des agents reconnus en situation de handicap, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, en PPR, etc. Et donc derrière, l'idée, c'était de pouvoir avoir aussi un témoignage d'un employeur qui vient un petit peu ancrer cette cartographie, on va dire, dans la réalité et dans les pratiques. Et donc, effectivement, on va laisser la parole à Madame Héloïse Chouroux, donc CEP au sein du CDG 34, avec finalement plusieurs questions à vous poser, Madame Chouroux. On a eu donc cette cartographie qui a été dressée par Jean-Stéphane. Finalement, les questions qui peuvent se poser derrière, c'est vous, dans la pratique, finalement, est-ce qu'il y a des outils parmi ceux qui ont été présentés, ou d'autres, hein, évidemment, que vous utilisez particulièrement bien? C'est-à-dire des outils que vraiment, dans la pratique, vous êtes amené à mobiliser régulièrement pour vos agents, pour lesquels justement on anticipe une inaptitude à terme ou une usure professionnelle, et donc pour lesquels il faut imaginer un travail autour de la reconversion professionnelle dans une logique d'anticipation. Voilà, donc quels sont un petit peu les outils que vous utilisez le plus? Alors bonjour à tout le monde. Donc les outils, moi je dirais que la première chose qu'on va mettre en place, c'est quand même, bon, forcément de la formation, mais pourquoi pas déjà travailler sur un programme au CNFPT. Déjà, et ce programme qu'on peut mettre en œuvre déjà via le CPF. Alors, tous les CNFPT l'acceptent ou pas. Mais en tout cas, déjà pour nous, le CPF, c'est en premier lieu une autorisation d'absence finalement, puisqu'on a un CPF en heures qui est des fois compliqué de mobiliser sur les budgets. On a beaucoup de collectivités qui n'ont pas mis en œuvre leur budget. Et je trouve que moi, déjà, c'est une chose que je propose en premier, c'est d'essayer de faire un programme sur le CNFPT et bien sûr, après, voir d'autres formations, mais c'est déjà un premier lieu. Ouais. Ça, c'est l'outil principal. Vous utilisez aussi beaucoup le CPF, du coup, ça fait partie des Oui, outils que vous utilisez le plus. oui. Oui, oui, tout à fait. Après, le CPF, c'est le deuxième conseil d'utilisation. J'ai énormément de demandes sur le CPF, donc comment ça fonctionne, parce qu'il faut quand même vraiment expliquer son projet d'évolution professionnelle, à savoir qu'il y a malgré tout peu de collectivités qui l'ont encadré, et c'est vraiment un conseil de le faire, puisque plus on l'encadre, plus on va proposer des conditions d'équité pour les agents, puisque si on dit par exemple, on fait une campagne par an, au moins on est sûr d'avoir toutes nos demandes au même moment et justement d'orienter avec nos objectifs, puisqu'il faut, donc le CPF, il peut être... il a bien sûr des objectifs qui sont dans le cadre de la loi, mais les collectivités peuvent dire qu'il y en a qui sont pour eux vraiment prioritaires, notamment la prévention de l'usure. Donc, avoir les demandes, par exemple, tout en même temps, ça permet vraiment, nous, dans notre gestion prévisionnelle, de nous orienter là-dessus, quoi. Ouais, ok. Et puis, quand on préparait ce webinaire, vous me parliez notamment aussi de l'APEP, Oui. qui est un outil que vous mobilisez beaucoup justement pour les agents pour lesquels on pressent une inaptitude à terme ou une usure professionnelle et pour lesquels effectivement il faut envisager une reconversion professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, tout à fait. Du coup, il y a eu, donc il y a quand même, moi j'ai beaucoup de gens qui viennent vers moi et qui me demandent un bilan de compétences en arrivant. À savoir que nous, pour le moment, on n'en propose pas exactement un bilan de compétences, on propose un bilan professionnel qui est Mm. un bilan payant. Donc ça, voilà, en collaboration avec la collectivité. Et au final, donc maintenant, il y a la PEP, donc l'accompagnement
personnalisé à l'élaboration du projet professionnel, donc qui est accessible soit quand on l'a dans sa collectivité, quand on a un conseiller en évolution pro dans sa collectivité, soit via le CDG. Et donc ça permet vraiment de faire un point sur sa carrière. Nous, on le fait à peu près en 5 rendez-vous. On peut le coupler après avec des accompagnements mobilité et ça permet vraiment de voir où on en est, de faire ce point qu'on ne prend pas le temps de faire. C'est intéressant aussi de le faire via le CDG parce qu'on est externe à la collectivité. Et c'est vrai que souvent, c'est les chargés de formation qui vont devenir petit à petit des conseillers en évolution professionnelle. C'est souvent une évolution des chargés de formation, mais ce n'est pas toujours facile en interne, à voir si on a une politique de gestion prévisionnelle ou pas. Oui, tout à fait. Donc, programme de formation du CNFPT en termes d'outils, de dispositifs, CPF en termes de dispositifs de droit commun que vous utilisez beaucoup. Après, il y a les outils que vous évoquiez, l'accompagnement personnalisé à l'élaboration du projet professionnel, la PEP. Donc ça, c'est un petit peu les outils, les dispositifs qui maillent les modalités d'accompagnement des agents pour lesquels on anticipe une inaptitude. A contrario, est-ce qu'il y a des outils que vous n'utilisez pas finalement, qui sont compliqués à utiliser, qui sont peu demandés, qui sont... voilà. Aujourd'hui, dans la pratique, finalement, ce n'est pas des outils qu'on mobilise beaucoup pour des agents dans ces situations-là. Finalement, je trouve que la VAE rentre moins souvent dans les outils utilisés puisque on parle de reconversion. VAE, on est plutôt sur de l'évolution. Il faut quand même avoir exercé des missions pour pouvoir ensuite faire réaliser cette VAE. Donc, j'ai finalement peu de VAE. En plus, c'est un gros travail, c'est compliqué. Sans accompagnement, des fois, ça peut être aussi encore plus compliqué. Donc, c'est vrai que la VAE, je vais moins le voir. Il y a aussi le congé de formation professionnelle que je trouve qu'il y a un dispositif vraiment intéressant. J'ai déjà vu mis en place, il y en a qui le font, mais on est vraiment sur une évolution au sein de la structure, puisque ce qui est important de retenir, c'est qu'on a une année donc d'indemnité, mais il va falloir rendre le triple de ces années. C'est ça. Donc, il va falloir rendre 3 ans, alors pas forcément dans sa collectivité, mais les collectivités, quand elles voient que le projet, ils ne l'auront pas chez eux, qu'ils n'ont peut-être pas forcément de poste et que du coup, on va payer une formation à la personne qui va partir. Bon, c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre, même si c'est un dispositif qui reste intéressant. Oui, ouais, Et tout à fait. justement, est-ce que vous avez pu avoir des cas dans lesquels cette obligation de service qui découle juridiquement de la mise en œuvre du congé de formation professionnelle pouvait être aménagée? Parce que c'est une possibilité qui est ouverte par les Oui, textes. c'est possible Oui. d'enlever cette obligation. Et moi, j'ai vu, bon, ça fait pas très longtemps, je suis là depuis bientôt 2 ans, j'en ai pas vraiment vu mis en œuvre, j'en ai vu dans d'autres expériences quand j'étais en collectivité. Il se trouve qu'on l'avait mis en œuvre pour une personne qui est restée. On avait aménagé, on avait proposé cette formation pour garder cette personne en prévision, c'était en prévention pour une maladie, donc elle ne pouvait plus continuer à être sur son poste. Donc là, on n'a pas eu besoin d'aménager. Mais l'aménagement, je ne l'ai pas vu, quoi. Je parle beaucoup de ce congé. Pour le moment, je ne l'ai pas encore vu beaucoup mis en œuvre. D'accord, ok. Et puis peut-être une dernière question à vous poser. Vous avez dit finalement, voilà, il y a ces outils-là qu'on va pas mal mobiliser, ces dispositifs-là qu'on va bien mobiliser, ceux-là peut-être un peu moins. Au-delà en fait des outils et des dispositifs de droit commun tels que on les a évoqués tout à l'heure, est-ce qu'il y a aussi finalement des pratiques employeurs qu'il vous semble pertinentes de mettre en place, ou en tout cas que vous avez pu mettre en place et qui vous semblent efficaces ou en tout cas intéressantes? On évoquait la question des compétences transférables, des parcours de prévention. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots justement sur les différents outils que vous mettez en place au sein du CDG? Alors nous, on n'a pas encore pu les mettre en place puisque notre mission, ça fait bientôt 2 ans qu'on est en train de l'installer. Mais vraiment, tous ces dispositifs, ils permettent justement de faire de la prévention. Mais au final, on arrive souvent plutôt en pompier qu'autre chose puisqu'on va arriver sur une situation où la personne, elle est en usure, c'est compliqué pour elle, être dans son poste, c'est compliqué. Donc finalement, on a 2 urgences, une reconversion et aussi une situation actuelle où ça ne va pas du tout.
Et au final, bah, c'est la gestion prévisionnelle. Alors moi, j'ai cette expérience-là de dire que c'est quand même pour le moment, enfin, j'ai l'impression qu'il y a peu de collectivités encore qui arrivent à le mettre en place parce que on est parti peut-être un peu trop compliqué sur une mise en œuvre, alors que finalement, peut-être avec des outils simples, on pourrait mieux la faire vivre. Et c'est vraiment la clé parce que moi, j'ai le sentiment on gère notre masse salariale comme si voilà, c'était sur le moment, alors qu'en fait, on gère des personnes qui restent très longtemps, quoi. On est sur des fonctionnaires qui vont essayer de rester toute leur carrière, alors chez nous ou pas chez nous, mais en tout cas qui restent dans la fonction publique. Et finalement, on n'arrive pas en prévention. Et aussi, on est très dur en mobilité parce que voilà, moi, je fais de la PEP, mais je fais aussi beaucoup de mobilité. Et j'ai beaucoup de personnes, même en interne, où on va leur dire, bah non, vous n'avez pas les compétences. À qui on a dit non aussi pour des formations, donc forcément, bon, bah, les compétences, ils ne les ont pas développées. Mais peut-être qu'il faut aussi qu'on arrive plutôt en tant qu'employeur. Donc, nous, ce qu'on souhaite mettre en place, c'est vraiment bah, des groupes de travail avec les DRH, les chargés de recrutement aussi, les personnes en reclassement, pour travailler sur bah, ces compétences transférables. Dans tel métier, finalement, un animateur, en fait, il a un côté gestion de projet qui n'est pas négligeable. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont à réfléchir. Et pour aussi, ça pourrait amener des solutions. Et je sais que j'ai fait beaucoup de recrutement. Souvent, les personnes, dès qu'on voit une personne en reconversion, on n'est pas forcément attiré parce qu'on se dit, bah non, on veut quelqu'un d'opérationnel. Donc, je pense vraiment qu'il faut qu'on travaille là-dessus, qu'on arrive plus en amont, travailler des parcours aussi, dire, voilà, ça, c'est un métier à force d'usure. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme compétences transférables? Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre petit à petit pour ne pas arriver au dernier moment où bah, cette personne, elle a 50 ans, elle peut faire une grosse formation, ça va être dur pour elle. Et puis, bah, moi, je ne l'ai pas accompagnée durant toute sa carrière. Donc, finalement, qu'est-ce que je peux lui proposer? Donc, voilà, nous, on a ces chantiers-là qui sont en cours. Ok, donc c'est toute la question finalement de la gestion prévisionnelle des Mm, emplois et des compétences que vous soulevez ici. tout à fait. Bon, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas, Madame Chourou, pour ce retour d'expérience très précieux, parce que, comme on le disait tout à l'heure, effectivement, ça vient un petit peu ancrer dans la réalité, dans les pratiques, cette cartographie qui a été destinée par Jean-Stéphane. Donc, un grand merci à vous pour ces éléments. Et puis, on reviendra peut-être en fin de webinaire sur les différentes questions éventuellement qui remontent dans le cadre du chat ou de l'onglet dédié questions-réponses. Je vois que Jean-Stéphane a déjà répondu à une ou deux questions, hop, d'un côté, pardon. Donc voilà, on reviendra tout à l'heure sur les éventuelles questions qui se posent. Merci OK, beaucoup, merci Madame beaucoup. Chouron. Merci. Je vous propose de poursuivre ce webinaire en attaquant la deuxième partie qui, elle, porte non pas sur l'anticipation des situations d'inaptitude ou d'usure professionnelle via la mobilisation des dispositifs de droit commun, mais bien les dispositifs qui sont mobilisables en cas d'inaptitude aux fonctions. Bon, je vous rappelle, mais très succinctement, puisque cette diapo, pour ceux qui sont dans le réseau depuis quelques années, vous la connaissez par cœur. Mais voilà, vous savez qu'il y a effectivement dans la fonction publique différentes étapes de l'inaptitude, hein, avec l'inaptitude partielle au poste, hein, l'aptitude avec réserve qui est posée par le médecin du travail ou de prévention, qui rend obligatoire, enfin qui génère une obligation d'aménagement de poste pour les employeurs. Donc c'est ce que vous voyez en gris. On avance dans les étapes de l'inaptitude avec l'inaptitude au poste, qui veut dire effectivement que l'agent est encore apte à un autre poste, avec du coup cette obligation en termes juridiques d'adaptation, c'est-à-dire de mobilité sur un autre poste dans le même cadre d'emploi, dans le même corps, etc. Et un autre point un petit peu de bascule, celui sur lequel on s'arrête, qui est effectivement l'inaptitude aux fonctions du grade, qui derrière rend obligatoire, enfin fait débuter, bon, d'une part la PPR aujourd'hui, et puis derrière l'obligation de reclassement pour les employeurs, obligation, vous le savez, de moyens et non de résultats, mais je ne rentre pas dans ce niveau de détail. On voulait profiter en fait du webinaire pour faire un petit peu de promotion sur un outil en fait un peu tout frais qui vient de sortir, qui a été élaboré évidemment par l'équipe du Handipact. C'est pour ça que je parle de promotion, mais qui potentiellement peut vous être utile. C'est pour ça qu'on se permet d'en parler. Il y a un guide pratique en fait qui a été élaboré par l'équipe du Handipact au courant du mois de décembre 2021, janvier 2022. Certains d'entre vous d'ailleurs y ont contribué avec un certain nombre de fiches bonnes pratiques qui sont intégrés dans ce guide.
Et donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir simplement mettre en visibilité, en fait, ce guide-là, dans lequel, en fait, vous trouverez des éléments juridiques. En fait, c'est un guide plutôt juridique au départ, donc vraiment des éléments juridiques, fonction publique par fonction publique, statut par statut, c'est-à-dire titulaire, fonctionnaire, titulaire, stagiaire ou contractuel. Bref, vraiment le cadre juridique applicable pour les agents concernés par le reclassement dans ce guide-là. Vous retrouverez aussi, du coup, les différentes procédures qui sont applicables selon le statut de l'agent. On s'est également amusé à construire une quinzaine de cas pratiques basés à la fois sur de la jurisprudence, à la fois sur des situations qui ont été présentées aux défenseurs des droits ou des cas qu'on a un peu inventés nous-mêmes. Donc voilà, à chaque fois des cas pratiques, je vais vous montrer avec du coup des éléments de réponse juridiques, évidemment. On a fait une petite partie sur les différents outils et les dispositifs qui étaient mobilisables pour accompagner les agents concernés. Et puis, comme je vous le disais à l'instant, on a également fait un petit appel à contribution dans le réseau avec une dizaine, une douzaine d'employeurs qui, du coup, ont répondu favorablement à notre appel et qui nous ont fait remonter, du coup, des, des bonnes pratiques qui sont valorisables. Donc simplement pour le télécharger, c'est tout simple, hein. Je vous montre, en fait, on l'a mis en première page du site internet, hein. Vous connaissez pour ceux qui s'y rendent de temps à autre. On l'a mis en fait en dessous, là, vous voyez, sur les autres actualités, tac, il y a un petit article dédié avec le guide du reclassement, machin, est disponible. Vous cliquez dessus et hop, vous pouvez le télécharger gratuitement. Je voulais simplement du coup vous partager mon écran et simplement le balayer pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble, ce document. Donc, c'est un document qui est pas, enfin voilà, qui fait à peu près 70 pages. Euh, je vous passe hein, l'introduction, etc. Donc, comme je vous le disais, vous avez une première partie sur le cadre juridique qui est en vigueur. Donc, vous retrouverez tous les éléments juridiques, etc., qui sont utiles et intéressants. Le petit schéma que l'on retrouve à l'instant parce qu'on l'aime bien. Euh, on vous a mis aussi un certain nombre de définitions clés parce que parler du reclassement, c'est aussi un peu poser la question des définitions légales qui existent, puisque c'est quand même un petit peu le maquis, tout ça, avec effectivement les petites particularités fonction publique par fonction publique, statut par statut, je vous le disais à l'instant. Si on continue du coup sur ce guide, on vous a remis du coup toute la procédure de reclassement. Alors pour les agents titulaires de la fonction publique, donc vous avez le cadre juridique, les principaux décrets, les principaux textes aussi ou les principales jurisprudences du Conseil d'État, et puis derrière évidemment tous les dispositifs RH qui doivent accompagner ces évolutions ou ces procédures juridiques. Donc on a fait derrière des procédures pour fonction publique d'État, pour fonction publique territoriale et pour la fonction publique hospitalière. Donc, je vous passe toute cette partie qui est assez, vous allez voir, si vous aimez le droit, c'est hyper intéressant, sinon c'est un peu imbuvable. Mais en tout cas, le cadre juridique y est. Donc, je passe sur tout ça. Ensuite, je vous le disais, on a des petits cas pratiques qui vous sont présentés. D'ailleurs, petit appel, si certains d'entre vous ont déjà été amenés à avoir du contentieux ou ou connaissent très bien la jurisprudence en vigueur, l'idée c'est de pouvoir effectivement faire évoluer ce guide. Donc, si vous le souhaitez, évidemment, on est tout à fait preneur pour que vous nous fassiez passer des cas de jurisprudence dont vous auriez connaissance. Donc, n'hésitez pas. Et donc, à chaque fois, les cas pratiques sont construits de la même manière, c'est-à-dire que vous aurez le titre du cas pratique, un petit topo toujours très succinct sur la situation à laquelle on vous propose de réfléchir, et puis derrière toute la solution juridique, évidemment, du cas pratique. On vous met évidemment à chaque fois les sources un petit peu jurisprudentielles qu'on a pu trouver qui attestent de l'intérêt de poser ce cas pratique. Et puis, dans certains cas pratiques, voilà, le rapport du défenseur des droits, ou en tout cas des sources externes qui sont susceptibles de venir un petit peu alimenter ces éléments de réflexion. Donc, on refait toute la frise temporelle en partant de l'obligation d'aménagement du poste de travail et derrière la mise en œuvre effective du reclassement. Voilà, donc vous avez une quinzaine de cas pratiques que vous aurez le loisir de découvrir si ça vous intéresse. Et je termine donc par deux petites parties. On vous a fait un petit topo sur les différents dispositifs et outils qui sont mobilisables pour accompagner les agents. Donc, on va vous parler, vous connaissez, des Cap Emploi, des EPAST, des PASS, des PSOP, etc., etc. Donc, tout ça est un petit peu détaillé. Les dispositifs de formation, donc c'est à jour évidemment au 1er janvier 2022.
la période de préparation au reclassement que vous connaissez par cœur. Donc voilà, tout ça est un petit peu détaillé. On vous a mis aussi des outils, des exemples d'outils qui ont été élaborés par certains CDG, voilà, qui permettent d'ancrer cette question de la PPR dans des outils. Et puis enfin, dernière chose, je vous l'ai dit, hein, on a fait un petit appel à contribution pour avoir des retours de bonnes pratiques de la part des employeurs en Occitanie. Donc vous êtes un peu plus d'une dizaine à avoir accepté de le faire. Donc c'est très intéressant cette partie-là parce que vraiment, c'est les employeurs qui ont complété un petit tableau. On a essayé de faire un format assez simple à renseigner pour tout le monde avec quel dispositif a été mis en place, quelles sont les étapes de mise en œuvre, les différentes ressources nécessaires et utiles, et puis éventuellement parfois des points de vigilance. Il y a notamment, et ça me permet de faire un tout petit peu d'introduction par rapport à ce qui vous sera dit tout à l'heure, une fiche bonne pratique sur le bilan repère ou encore sur l'outil TAC, qu'on va retrouver un peu plus loin, l'outil mobilité qui est mis en place effectivement par le CDG. Donc hop, je fais un petit peu de teasing parce qu'on vous en parlera tout à l'heure. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser ce guide s'il vous intéresse parce que il est fait pour vous. Je continue du coup sur cette partie donc consacrée à l'inaptitude. Donc, il y a cette petite ressource du guide où là, on a l'inaptitude aux fonctions et derrière toute la procédure de reclassement avec le maquis juridique, jurisprudentiel, qui sont autant de difficultés pour les employeurs pour bien mettre en œuvre les procédures existantes. Vous avez aussi des outils qui existent en parallèle pour accompagner les agents. Vous avez les prestations d'appui spécifiques qu'on a l'habitude d'utiliser en fait dans le cadre notamment du maintien dans l'emploi, c'est-à-dire essayer de maintenir l'agent sur son poste de travail, mais qui sont aussi des outils qui peuvent être mobilisés dans le cadre d'une reconversion professionnelle, dès lors où on a effectivement une inaptitude de fonction qui est constatée. Il y a également les PSOP sur lesquels on reviendra dans un instant, avec un petit point de vigilance, puisque les PSOP vont changer au cours de l'année 2022 en Occitanie. Je vous en reparlerai. Et puis, un petit focus que je fais maintenant, mais sur lequel je ne rentrerai pas dans le détail après, qui est le sujet en fait de la mobilisation des CRP. Enfin, aujourd'hui, on parle des ESRP ou des ESPO, compliqué à prononcer, que vous connaissiez en fait précédemment sous l'intitulé CRP, les centres de rééducation professionnelle, qui effectivement sont un petit peu, pour faire simple, les écoles de la seconde chance et qui peuvent être accessibles pour des personnes pour lesquelles effectivement il y a une reconnaissance administrative et une orientation qui est faite par la Maison départementale des personnes en situation de handicap, la MDPH, et qui en fait est l'occasion de retravailler complètement un parcours de reconversion professionnelle, d'accéder en fait à une nouvelle formation pour des personnes reconnues administrativement en situation de handicap. Donc alors on est plutôt sur des situations soit un peu lourdes, soit pour des situations où effectivement il y a un changement un peu à 90 degrés ou 180 degrés dans le parcours de reconversion professionnelle. Mais donc, on est sur des écoles spécifiques, oui, des centres de formation spécifiquement ouverts pour les personnes en situation de handicap. Et donc, ça peut tout à fait être utile pour des personnes pour lesquelles, effectivement, il y a une inaptitude de fonction, évidemment, pour qui il faut envisager une reconversion professionnelle. Simplement, si je rentre un tout petit peu dans le détail, d'abord les PSOP. Alors, les PSOP, ce sont, vous le savez, les prestations spécifiques d'orientation professionnelle. Ce sont en fait des bilans de compétences ou des bilans professionnels qui sont spécifiquement ouverts et construits pour les personnes en situation de handicap reconnues administrativement comme telles. L'objectif de la PSOP, c'est quoi? C'est d'aider la personne en situation de handicap à se projeter dans un parcours vers l'emploi pour ceux qui sont en recherche d'emploi ou changer effectivement d'emploi dès lors où effectivement il y a une situation d'inaptitude qui a été constatée, et puis surtout retravailler le projet professionnel dans le cadre d'un reclassement professionnel, soit interne à l'établissement ou à la collectivité, soit externe quand vraiment ça n'est plus possible d'être maintenu au sein de l'employeur. Donc la PSOP, c'est vraiment la même logique qu'un bilan de compétences pour ceux qui ont déjà été amenés à le mobiliser. Simplement, on est sur une volumétrie d'heures un peu plus importante. On est aussi dans un accompagnement qui va un petit peu plus loin que le bilan de compétences, puisque au-delà du repérage des savoir-faire, des savoir-être, des appétences de la personne, il y a aussi des modules qui permettent de travailler sur l'accompagnement au deuil du métier, la construction donc, du projet professionnel qui est également intégré dans cette fameuse PSOP. Et normalement, la PSOP est censée aller aussi autour de la réalité de mise en œuvre effective du nouveau projet professionnel, c'est-à-dire de croiser en fait le projet professionnel de la personne avec les possibilités de mobilité ou de reclassement qui existent au sein de l'employeur. Donc c'est vraiment un dispositif qui est intéressant, qui est vraiment adapté du coup
aux personnes dont on parle, hein, c'est-à-dire des agents pour lesquels il y a une inaptitude aux fonctions qui est constatée et qui est bien complémentaire du coup avec les dispositifs de droit commun que l'on a pu évoquer par ailleurs. La durée est assez importante, hein, puisqu'on est sur une durée qui va entre 20 et 40 heures, hein, en fonction des besoins et de la situation personnelle de la personne. Et effectivement, on est sur une période maximale d'environ 3 mois. Donc, c'est aussi un outil qu'on peut imaginer couplé avec la période de préparation au reclassement. Et puis, de manière un peu plus pratique, comment est-ce que ça se passe? Bah, c'est effectivement des entretiens individuels qui vont être faits avec la personne, qui peuvent être couplés, si la personne le souhaite, avec des temps de regroupement collectif, en sachant évidemment que ces temps de regroupement collectif, ils sont mineurs, ils sont plafonnés à 25% du temps total d'accompagnement. Il peut y avoir des mises en situation de situation professionnelle, donc on retrouve évidemment toute l'articulation utile et pertinente avec la PPR, et puis derrière une évaluation avec le plateau technique, de formation, etc. Petit point de vigilance, je vous vends la PSOP, mais attention, cette PSOP, elle va changer en 2022, puisque en fait, le dispositif PSOP va disparaître au profit d'un nouveau dispositif qui s'appelle Inclus Pro Formation. Peut-être certains d'entre vous en avaient déjà entendu parler, puisque c'est déjà mis en œuvre en fait sur d'autres régions. Donc l'appel d'offres côté Occitanie, mais je parle sous le contrôle effectivement et de la GFIP et du FIPHFP, sera déployé au cours de cette année 2022 et les prestataires seront retenus dans le courant de l'année. Donc on n'est pas tout à fait sur la même philosophie, mais on est quand même sur une approche à peu près identique, c'est-à-dire qu'il s'agit bien d'élaborer, de valider un projet professionnel, d'essayer de repérer les compétences acquises transversales, transversables. Donc ça rejoint un petit peu ce que disait Madame Chou tout à l'heure, se remettre à niveau sur les savoirs de base, essayer, alors il y a tout un volet aussi autour des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les NTICS, et puis évidemment, on est sur un dispositif pour les personnes en situation de handicap, donc c'est vraiment la prise en compte du handicap dans le cadre du parcours de reconversion professionnelle. Voilà. Et puis après, il y a des particularités qui sont régionales, donc on verra celles qui existent en Occitanie. Mais voilà pour ce qui est du cadre global. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un dispositif qui répond au plus près finalement des besoins des agents pour lesquels on a un travail autour de la reconversion professionnelle ou du reclassement qui est envisagé et dès lors où effectivement ils sont en situation de handicap. Autre point, mais je vais aller très vite là-dessus, je vois que l'heure tourne. Euh, les passes, alors les passes, comme je le disais, je vais aller très vite là-dessus. Historiquement, en fait, on a beaucoup mobilisé les passes dans la fonction publique ou dans le secteur privé pour des situations de maintien en emploi. Et ça a beaucoup été une énorme communication qui a été faite là-dessus sur cet outil comme étant un outil de maintien. C'est-à-dire, j'ai une personne qui rencontre des problématiques de santé qui sont spécifiques et qui nécessitent une expertise particulière liée à un handicap, soit handicap moteur, cognitif, mental, psychique, etc. Et donc, on va faire venir un prestataire spécialisé pour identifier les modalités de compensation permettant à l'agent d'être maintenu sur son poste ou dans son emploi. Et les passes, c'est aussi un dispositif, c'est peut-être un peu moins connu, qui est mobilisé dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Donc voilà, il y a aussi des modalités de prescription de ces passes. Vous le savez, pour les employeurs publics, on peut prescrire soit par le biais du service public de l'emploi, donc Pôle emploi, Cap emploi et puis les missions locales, mais quand on est employeur public, on peut aussi s'appuyer sur les prescripteurs que sont les CDG pour la fonction publique territoriale ou pour les autres fonctions publiques, mais aussi la territoriale, pour les employeurs qui sont conventionnés avec le FIPHFP. Donc, les employeurs conventionnés avec le FIPHFP ou les CDG peuvent tout à fait prescrire l'intervention d'une passe dans le cadre d'une reconversion professionnelle, ce qui devra permettre, couplé à de la PPR ou couplé à une UPSOP, vraiment de prendre en compte les particularités liées à la problématique de santé de la personne et de mettre en œuvre les outils de compensation qui vont permettre à la personne effectivement de suivre un parcours de reconversion professionnelle et de compenser son état de santé. Voilà. Vous aurez dans le support, hein, évidemment, j'ai vu que la question était arrivée plusieurs fois, le support sera mis à votre disposition sur le site du Handipact Occitanie cet après-midi, donc pas de souci, vous aurez ces éléments-là avec les particularités un petit peu propres à chacune des passes que vous retrouverez dans ce support. Et je ne vous refais pas le tour du public accompagné, des modalités de mobilisation d'une passe. Voilà. Simplement, ce qu'on voudrait dire par là, c'est n'oubliez pas que la passe est aussi un outil de reconversion professionnelle. Et avant de finir et de finir cette intervention, évidemment, je ne pouvais pas faire l'impasse sur la période de préparation au reclassement, puisque quand on parle d'inaptitude aux fonctions, évidemment, dans la fonction publique, maintenant, les 3 fonctions publiques, on parle évidemment de cette fameuse période de préparation au reclassement. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce dispositif, vous devriez en entendre parler assez vite, je pense. Bon,
Normalement, c'est quand même un dispositif qui fait pas mal de bruit maintenant. Juste un petit rappel d'où il vient. En fait, il a été promu par une ordonnance assez ancienne maintenant, hein, qui date du 19 janvier 2017, qui nous a dit les fonctionnaires reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ont droit à une période de préparation au classement avec un traitement d'une durée maximale d'un an. Et cette période est assimilée donc à une période de service effectif. D'accord? Donc ça, c'est le 19 janvier 2017. Comme d'habitude, les choses ont mis un petit peu de temps avant de trouver un ancrage réglementaire, puisque les décrets d'application ont mis un peu de temps ou beaucoup de temps à être pris selon les fonctions publiques. Fonction publique d'État, 20 juin 2018, fonction publique territoriale, décret du 5 mars 2019, et malheureusement, comme d'habitude, pour la fonction publique hospitalière, ça prend toujours un peu plus de temps, on ne sait pas pourquoi, mais le décret est sorti le 18 mai 2021. Donc aujourd'hui, la PPR, elle est effective, applicable sur l'ensemble des fonctions publiques. Et donc cette PPR, je ne vous en parle pas parce qu'on consacrera le deuxième webinaire qui aura lieu début juin à ce sujet-là. Et on sait que c'est un sujet qui vous intéresse et qui vous questionne. Bon, juste le cadre très rapide, hein. L'idée, c'est vraiment de combiner en fait toutes les étapes de la reconversion professionnelle. La PPR, c'est vraiment ça la philosophie. C'est je pars de la définition du projet professionnel de la personne pour aller jusqu'au reclassement effectif. Et ça, sur une période effectivement d'un an, alors qui peut être un peu plus important dans certains cas très précis, mais et qui peut être moins important aussi dans d'autres. Donc effectivement, la PPR, elle va durer en moyenne ou au maximum un an. Durant cette période, en fait, l'agent va combiner différents temps, différentes étapes, différentes briques. Donc la philosophie, c'est effectivement de construire la PPR comme sur une logique un peu de module d'accompagnement, avec un module qui va permettre de faire ce bilan de compétences, cet état des lieux des appétences, des compétences, des savoir-faire, etc. Mais la PPR, la philosophie, évidemment, c'est de combiner des temps de formation, des temps d'observation et des temps de mise en situation. L'idée étant de permettre à l'agent, sur cette période d'un an, de construire son projet professionnel, mais surtout de le tester et de le mettre en œuvre. Voilà. Et puis après, il y a tout un formalisme administratif, juridique sur lequel je ne reviens pas, avec des courriers, avec des conventions, etc., etc., dont je vous fais l'impasse, mais dans le guide du reclassement dont je vous parlais tout à l'heure, évidemment, tout ça est détaillé. Et j'en profite aussi pour vous dire que l'ensemble des CDG mettent à disposition sur leur site internet des outils, justement, administratifs qui permettent de cadrer et de structurer le dispositif de la période de préparatoire au reclassement. Et je terminerai mon petit propos autour des dispositifs mobilisables dans le cadre d'une inaptitude aux fonctions par une ordonnance sur laquelle j'attire en fait très rapidement votre intervention, votre attention plutôt, puisqu'il y a une ordonnance en fait qui est sortie le 25 novembre 2020. J'imagine que certains d'entre vous l'avaient vu paraître. Donc en fait voilà, qui vient en application de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 dont je vous parlais tout à l'heure. Et on a notamment en fait deux articles dans cette ordonnance, les articles 9 et 10, qui portent en fait sur la question du maintien dans l'emploi et au retour à l'emploi des agents publics. Je vous laisserai en fait aller la voir. On en a notamment un petit peu parlé avec les différents intervenants en préparant ce webinaire. Ordonnance, ça c'est ma lecture à moi, qui apporte plus de flou, me semble-t-il, qu'elle n'apporte de réponse, mais ça reste ma lecture. Mais en tout cas, l'idée, c'est de clarifier un petit peu, de mettre en place des nouveaux outils pour travailler sur la reconversion professionnelle, c'est de clarifier le public éligible à la période de préparation au reclassement, me semble-t-il, en apportant un flou, puisque la PPR, elle nous dit aujourd'hui inaptitude aux fonctions constatée par le comité médical de la commission de réforme, hop, PPR, évidemment, si l'agent l'accepte. Là, cette ordonnance nous dit même ceux pour lesquels une procédure de reconnaissance de l'inaptitude est engagée peuvent accéder à la PPR. On n'y comprend plus rien. Bref, mais je laisserai les uns et les autres, du coup, se faire leur propre analyse juridique de cette ordonnance. Voilà du coup ce qu'on peut dire sur l'inaptitude. En fait, on se rend compte que finalement l'inaptitude aux fonctions, en fait, surtout le dispositif principal, c'est la période de préparation au classement, mais dans laquelle on va pouvoir combiner un certain nombre de prestations et de dispositifs. Et donc, pour aller un petit peu plus loin, je vous propose donc de laisser la parole à Madame Sandrine Jiménez et à Madame Cazard, donc toutes deux qui travaillent au sein du centre de gestion de la Haute-Garonne. Donc, merci de nouveau à vous deux pour votre présence à ce webinaire et puis tous les échanges préparatoires qu'on a pu faire ensemble aussi pour préparer votre intervention. Peut-être dans un premier temps, nous dire effectivement vous, pour les situations que vous accompagnez, donc les agents pour lesquels il y a effectivement une inaptitude aux fonctions qui est constatée par le comité médical de la commission de réforme, comment est-ce que vous fonctionnez, un petit peu le dispositif un peu clé que vous utilisez. J'imagine qu'on va parler un tout petit peu de la PPR.
Voilà, parfait. Donc, bonjour à tout le monde. Merci à vous pour cette présentation. Donc, effectivement, on a choisi d'intervenir à deux voix pour se compléter et puis parce que c'est plus dynamique. Oui. Alors, on va vous présenter en fait très rapidement, parce que l'heure tourne, c'est vrai, quelques chiffres sur la situation de la PPR et du service en fait, conseil en évolution professionnelle, parce que c'est vrai que la PPR a été mise en œuvre ici, enfin les premiers accompagnements datent de mai 2019, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a un petit recul, et alors on voulait vous présenter évidemment toutes les données un peu chiffrées, parce qu'on peut commencer à faire des stats relativement intéressantes. Tout à fait, ouais. Ensuite, on vous présentera alors les outils, comme vous dites, les outils additionnels à la PPR, qu'ils soient individuels ou collectifs. Et Madame Cazard interviendra plus globalement même sur l'organisation de la PPR au niveau du CDG 31, parce qu'on va voir que la PPR mobilise bien au-delà du service conseil en évolution professionnelle, et que c'est un facteur, on espère, de réussite, en tout cas une nécessité. Une nécessité. Oui. Voilà. Alors, et avant tout, je reviens sur l'intervention d'Héloïse, qui était très intéressante, et effectivement, l'objectif de la PPR, finalement, l'objectif final serait qu'il n'y ait plus de PPR et qu'on soit dans l'anticipation suffisante, voilà, au niveau des outils, de la mobilisation des outils. Donc, c'est vrai que, honnêtement, j'avais voulu participer à ce webinaire pour entendre la partie d'avant. Mais bon, je suis ravie d'intervenir sur la suite. Allez, j'arrête de parler. On a le temps, allez. Voilà. Depuis 2019, nous avons donc démarré et nous avons accompagné, nous sommes en cours d'accompagnement donc de 57 PPR. 57 agents donc en PPR sur des collectivités très diverses, parce que par chance pour elles, on n'a pas eu plus de 2 PPR par collectivité. Hein. Il y en a un petit peu pour tout le monde. Voilà. Donc, au niveau du nombre de démarrages par an, on constate qu'on en a eu 14 en 2019, 15 en 2020, hein, au niveau du CDG. Ouais. Alors, ce sont toujours les collectivités affiliées, hein, bien sûr, dont on accompagne les agents. 19 en 2021, et nous sommes à 9 nouvelles PPR depuis le début de l'année. Donc, on voit qu'il y a un petit crescendo quand même sur le nombre de PPR qui sont donc décidés, entre guillemets, au comité médical. Oui. Ce qui fait que pour le CDG, ce sont en permanence une file active de 25 PPR suivis. Donc, avec des PPR qui finissent, qui en sont à peu près à 12 mois. Si toutefois on peut considérer qu'on arrête de les suivre à 12 mois, ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y a un petit peu de suite après. Mais enfin, bon, voilà. Et d'autres qui démarrent. Donc, c'est vrai que ça fait un volume d'activité extrêmement important, et une vigilance, puisque le CDG, en fait, reste vigilant à accompagner les PPR à chaque étape, et Dieu sait s'il y en a en début, en démarrage, au milieu, à la fin. C'est un accompagnement global pendant un an. Oui, tout à fait. Ce qui fait aussi du coup la richesse de votre retour d'expérience, puisque cette volumétrie, elle vous donne finalement une antériorité sur la diversité des parcours qui peuvent être mis en place, et puis cette logique, comme vous le disiez, de peu de modularité des parcours qui fait que finalement à chaque étape, il faut effectivement en suivre. C'est ça. Et qu'il n'y a pas deux PPR identiques, et qu'on découvre encore des situations, même juridiquement, qu'on n'avait pas imaginé il y a un an, il y a 6 mois. C'est plein de rebondissements. Voilà. Donc la PPR, c'est vraiment le canal finalement sur lequel, lorsqu'il y a une aptitude aux fonctions, hop, l'accompagnement se met en route. Tout à fait. Même si, comme je disais, l'idéal serait d'anticiper. Hein, tout à fait. Voilà. Mais effectivement, en tout cas pour ce qui est de notre intervention, parce qu'on essaie de faire justement des actions en anticipation, mais là, l'intervention d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est sur le démarrage de la PPR. Même si, encore ce matin, je faisais une intervention au niveau d'une collectivité, le comité médical a déclenché, en tout cas, a statué sur l'inaptitude aux fonctions du grade d'un agent.
La PPR va démarrer dans quelques mois a priori, parce qu'elle est prolongée en CMO, en maladie ordinaire pendant quelques mois. Ouais. Et nous allons engager immédiatement un accompagnement préalable à la PPR pour gagner du temps sur cette année de PPR. Donc, voilà, à la fois je parle de la PPR, mais si on peut anticiper, et des fois, par le biais même de l'avis, du procès-verbal du comité médical, on essaie d'anticiper le plus tôt possible. D'accord. Voilà. OK. Alors, sinon, le portrait robot de la PPR, hein, globalement, donc d'après notre retour d'expérience, alors, c'est le portrait robot, on peut dire que c'est une femme à 68%, l'âge moyen est de 49 ans, plutôt issue de la filière technique, hein, à 48%. Et les cadres d'emploi, évidemment, sont classiquement les adjoints techniques territoriaux et les auxiliaires de puériculture territoriale. Voilà. Donc, dans les métiers que l'on retrouve et sur lesquels il faut avoir une vigilance, donc ça, c'est vrai que c'est destiné évidemment aux collectivités. Hein, oui, ouais. C'est sur les métiers d'assistant ou assistante éducative petite enfance hein, qu'on retrouve davantage d'inaptitudes avérées. Agent des interventions techniques polyvalents en milieu rural, agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant et agent de propreté des espaces publics. Voilà. Donc, évidemment, hommes-femmes confondus, même s'il y a une majorité de femmes. Voilà. Donc, il y a une grande homogénéité des bénéficiaires et on constate évidemment qu'au niveau de la PPR, le public est à ce moment-là très éloigné de l'emploi et avec des problématiques de réinsertion professionnelle et sociale plus importantes. Voilà. Par contre, concernant les collectivités, on n'a pas de portrait robot. C'est-à-dire que, bon, les collectivités affiliées sont sur des strates pas énormes, mais enfin, on peut avoir finalement autant de PPR ou rencontrer des PPR sur des communautés d'agglomération, communautés de communes hein, qui ont une structure RH bon, véritable, en fait, ou voir des communes avec un certain nombre d'agents, voilà, tout comme sur des communes, évidemment, de moins de 2000 habitants. Mais en fait, tout est, on va dire, presque équitablement réparti. Donc, finalement, l'anticipation... elle concerne tout le monde. Elle concerne tout le monde. Oui, voilà. Tout à fait. Et donc, du coup, la période de préparation au classement, c'est le canal, le tuyau par lequel, effectivement, se met en place tout l'accompagnement des agents pour lesquels donc, on a une aptitude aux fonctions qui est constatée. Après, de votre côté, vous avez mis en place des outils à la fois individuels, à la fois collectifs, pour justement structurer l'accompagnement des agents qui sont concernés par cette fameuse PPR. Alors, il y avait plusieurs outils finalement, alors à la fois individuels sur lesquels on souhaitait faire une petite focale, et puis aussi un outil collectif. Je vous propose de commencer par les 2 ou 3 outils individuels que l'on voulait présenter. C'est ça. C'est ça. Donc, l'important, en général, les 3 facteurs facilitants, de toute façon, et c'est pour ça qu'on a mis en place ces outils-là, c'est avant tout à 70% la posture de l'agent. Alors, la posture quand il arrive, hein, c'est-à-dire un peu sa proactivité, sa capacité à se projeter. Parfois, ce sont des agents qui attendent vraiment, qui comprennent la PPR et l'opportunité de cette année, effectivement, de formation, de mobilisation, d'immersion. Mais parfois, cette posture, elle est à créer. Et donc, les outils viennent pour ça. Ensuite, facteur, donc, la disponibilité de la collectivité, évidemment, est très facilitante. Et nous, j'espère qu'on est un peu facilitant aussi, justement, par rapport à cette intériorité et cet accompagnement. Alors, au niveau du premier outil d'accompagnement individuel, ça fait déjà quelques années qu'il a été mis en place au CDG 31, le bilan repère. Alors, le bilan repère, vraiment classiquement, hein, c'est un bilan de compétences réalisé par une psychologue du travail qui a pour surtout caractéristique d'être effectué très en lien avec la collectivité, évidemment sur les possibilités même de replacement, enfin, voilà, en tout cas, une grande transparence avec la collectivité, avec l'agent
et avec la médecine de prévention. Donc, c'est vrai que c'était une prestation qui était déjà déroulée en prévention sur sollicitation évidemment de la collectivité, mais que l'on a couplé systématiquement, puisqu'elle peut être prise en charge en plus par le FIPHFP, oui, tout à fait. dans le cadre de la PPR, parce que c'est vrai que, vous voyez, là, on l'a mis en place, on essaie de la mettre en place en amont d'une PPR pour ne pas perdre finalement les 2 mois que cette prestation occupe et pouvoir démarrer sur un plan d'action immédiatement dès le démarrage de la PPR de l'agent. Voilà. Et sinon, si on est au courant un petit peu tard finalement, ou en tout cas quand la PPR doit démarrer de la situation d'un agent qui n'a pas d'idée préalable suffisamment précise, oui. Eh bien ce bilan repère va être mis en place le plus tôt possible, soit immédiatement. Et donc, la collectivité va pouvoir s'appuyer sur les conclusions de ce bilan repère, sur les préconisations pendant tout le déroulé de l'année, puisqu'il y aura un plan d'action, des actions de formation, etc. Ouais. J'en profite pour dire que le bilan repère, il fait justement partie des outils bonnes pratiques détaillés dans le cadre du guide du reclassement que l'on vous présentait tout à l'heure. Vous évoquiez aussi, Madame Jiménez, un deuxième outil qui est l'outil Motiva. Voilà. Alors, l'outil Motiva, c'est un outil dont on s'est doté l'année passée. C'est un test, en fait, un test, on va dire, professionnel, mais qui a la spécificité d'être particulièrement utile dans l'élaboration des projets professionnels, en fait, en tenant compte des intérêts et des motivations. C'est vrai que ce n'est pas un test de positionnement ou un test de recrutement où on peut voir, ou un test de compétences. On est vraiment là sur l'évaluation de l'intérêt, de la motivation et du coup de l'identification fine des moteurs de l'agent. Et c'est vrai que dans ce que je disais tout à l'heure de l'état d'esprit dans lequel doit être l'agent, sur lequel repose à 70% la réussite de la PPR, cet outil nous a été vraiment très bénéfique parce qu'il permet de remobiliser l'agent, de le rendre plus positif, beaucoup plus acteur, d'enrichir le projet et d'accélérer finalement ce processus. Donc, c'est vrai que c'est un outil dans le bilan repère, ou dans d'autres bilans d'ailleurs, mais qui nous a été très bénéfique. Et c'est aussi une étape importante, bonjour à toutes et à tous, bonjour, de pouvoir aussi extraire l'agent à un moment donné aussi du statut qui peut enfermer aussi le professionnel. Et donc, c'est vrai qu'à travers cet outil-là, on pense qu'il est vraiment très, très complémentaire pour pouvoir un petit peu aller chercher cette posture proactive des agents en PPR notamment. Ouais. Donc, on a ces deux outils-là qui sont donc des outils plutôt individuels à la main de l'agent et qui vont l'aider effectivement à se projeter, se motiver, retravailler son projet professionnel. En tout cas, voilà, faire un peu ce bilan avant la projection. On a également la plateforme mobilité qui est un outil accessible à tous et ça, c'est important de le rappeler. Je vous laisse peut-être le présenter aussi en quelques mots. Oui, voilà, l'application mobilité, c'est une application web en faveur de l'employabilité et de la santé des agents. L'intérêt, c'est que, par contre, les ressources humaines, les services ressources humaines et même les agents peuvent l'interroger. Tout le monde peut aller dessus. Je pense que vous en faites aussi la promotion un petit peu. Tout à fait. Il est dans le guide aussi. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que c'est un outil qui a été mis en place par les services médecine préventive. Prévention et conditions de travail et parcours mobilité. Et donc, c'est vrai que ça ouvre les possibles à partir du moment, et même dès finalement l'apparition des premières problématiques, ça ouvre les possibles vers des possibilités d'évolution, voire de reclassement, en mettant en garde tout de même les contre-indications physique de métiers choisis qui pourraient justement ne pas correspondre ou alimenter déjà des troubles que l'agent aurait. Donc voilà, c'est une application assez interactive, intéressante, dont tout le monde peut se saisir.
Ouais. Je viens de mettre le lien du coup dans le chat. Le plus possible en amont d'ailleurs d'une problématique de reclassement. Ouais. Et à côté de ces outils individuels, vous avez aussi mis en place des outils qui répondent davantage à une approche collective. Et c'est notamment le cas de l'AOR. Voilà, donc classiquement aussi, les AOR sont les ateliers objectifs recrutement. Donc ça, c'est classiquement des ateliers réguliers, permanents en fait, ouverts à tous, même aux lauréats. Donc il y a un double avantage. Premièrement, lorsqu'ils se réinvitent régulièrement, les agents en PPR peuvent les solliciter pour travailler leurs lettres, leurs CV et leurs entretiens au moment opportun. Et ça, c'est important de s'adapter finalement à un moment opportun parce qu'ils pourront y avoir accès lorsqu'ils auront établi un nouveau projet professionnel, lorsqu'ils se seront vraiment engagés et qu'ils auront en tête, même lorsqu'ils auront fait des immersions, des stages, et donc qu'ils pourront produire des documents convaincants. Donc, il y a ce premier atout. Pour l'entretien, c'est pareil, c'est lorsqu'ils le veulent. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont donc des ateliers, on va dire, avec une grande mixité. Et donc, ils peuvent, les agents en PPR peuvent être, en fait, peuvent assister à ces ateliers en étant mélangés, on va dire, à d'autres publics en mobilité. Et c'est très important, et c'est d'ailleurs un petit peu le sens des développements, ou en tout cas des actions qu'il faudrait mener, de casser l'isolement des agents en PPR pour qui le reclassement, l'attachement au métier, etc., est très, très, très compliqué. Et les AOR permettent à la fois de travailler leurs outils de mobilité, mais aussi de travailler leur posture et de se comparer, en tout cas de se sentir moins seul dans ce... De décloisonner l'accompagnement. Voilà. Ok, parfait. Bah, écoutez, merci. C'est très intéressant d'avoir ce retour parce que du coup, on mixte et de l'outillage individuel. En fait, on a le cadre juridique avec cette fameuse PPR et en fait, votre retour d'expérience, mais on exergue en fait l'importance de déployer des outils, soit individuels, soit collectifs, soit de combiner les deux pour justement mettre l'agent, accompagner, aider l'agent à travailler son projet professionnel. Mais tout ça nécessite aussi une organisation interne qui soit bien structurée, qui soit aussi la plus transversale possible. Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, Madame Jiménez, ça fait appel à une multitude de compétences en interne, que ce soit un CDG, que ce soit un employeur public, de la fonction publique d'État, hospitalière ou territoriale. Peut-être du coup, Madame Cazard, nous indiquer effectivement cette logique un petit peu de guichet unique, de sollicitation des différents services internes et tout ce travail finalement de coordination interne qui est utile et nécessaire dans le cadre de ces accompagnements. Donc, merci à vous. Alors, cette coordination, elle s'appuie sur deux axes et je vais peut-être aussi vous parler d'un troisième axe qu'on est en train de développer. Le premier axe, c'est une coordination au niveau du centre de gestion, donc au niveau global, pour pouvoir s'appuyer sur l'expertise de l'ensemble des métiers du CDG, passant évidemment par le statut, la médecine, la protection sociale, très important, et notre service au contrat groupe, de manière à pouvoir, côté collectivité, pouvoir lever tous les points de blocage qui sont liés soit au niveau statutaire, juridique, ou évidemment au niveau financier. Et ça, c'est très important, puisque dans notre accompagnement, on souhaite avoir un peu une posture aussi d'électrochoc au niveau de l'agent, c'est-à-dire, voilà, vous rentrez en PPR, voilà concrètement ce qui va se passer au bout de 12 mois ou de 15 mois. Et très concrètement, voilà, si vous partez à la retraite, voilà ce que vous allez pouvoir toucher. Et donc, on travaille avec le service retraite. Et ça fait un petit peu électrochoc et parfois un enchaînement de posture. Mais on pense que c'est bénéfique d'avoir cette posture-là. Et au niveau également des collectivités, très tôt, on parle de la fin de la PPR et notamment de ce qui peut se passer. Donc, s'il n'y a pas évidemment possibilité de reclassement, sur notamment le paiement des ARE et voilà, que ça peut durer jusqu'à 3 ans après la fin de la PPR. Et ça permet aussi, nous, de valoriser les éléments financiers que nous avons identifiés sur le coût réel d'une PPR. Un agent PPR, c'est 30 000 € d'entrée. Oui. Si on prend donc 30 000 € hors coût de l'ARE, c'est un calcul que nous avions effectué en 2020. Et on sait que pour le département de la Haute-Garonne, grosso modo, le coût de la PPR, c'est 1 million d'euros pour les collectivités locales. D'accord. Donc, pour nous, c'est aussi, alors je parlerai après du troisième axe,
mais c'est aussi une communication qu'on va faire sur les nécessités d'anticipation pour un bon usage. Alors, je vais être très pratico-pratique, mais aussi des deniers publics, puisqu'il y a des enjeux très financiers, des enjeux humains en premier lieu et des enjeux financiers très forts derrière. Donc, cette coordination au niveau du centre de gestion, au niveau de toutes les expertises pour pouvoir, ça se fait mensuellement, une réunion de travail, on présente donc tous les nouveaux entrants, les dossiers en cours et on essaie d'anticiper les problématiques qui peuvent s'opérer. Ensuite, un deuxième volet, plus au niveau du pôle Conseil Emploi Mobilité, donc que j'ai le plaisir de coordonner, c'est de travailler sur cette interface emploi, avec d'un côté la mise on va dire la valorisation de cette CDTech d'agents en PPR et des agents qui vont pas pouvoir trouver de solutions de replacement dans leur collectivité. Et avec, d'autre côté, nous, l'offre, ce qui se passe au niveau du site emploi territorial sur les territoires, également les missions que nous avons en mission temporaire. Parce que ce qu'on remarque de plus en plus, qu'il y a des agents qui ensuite partent sur une disponibilité pour pouvoir tenter une expérience dans des collectivités qui proposent des missions temporaires. Et notamment, on le voit, ça a été assez probant sur des missions d'assistant RH et aussi tout ce qui est des postes de chargé d'accueil généraliste ou chargé des liens avec les métiers de la population, état civil, élections notamment. Et donc, ce qui permet aussi nous très rapidement de pouvoir proposer des solutions ou des profils, parce qu'on se dit que cette connaissance de l'emploi territorial, je pense que c'est bien les CDG qui l'ont, et oui, donc de pouvoir valoriser aussi ce travail-là, et derrière de proposer, comme tu l'as dit Héloïse, des rendez-vous potentiellement mobilité avec des consultants mobilité pour pouvoir affiner cette stratégie d'insertion dans l'emploi et de passer d'un profil, on va dire, d'agent territorial avec une expérience dans une collectivité à un candidat à l'emploi et dans la réalité, ce que c'est qu'aujourd'hui, le marché du travail et de la dynamique d'emploi. Voilà, donc pour vous dire un petit peu comment est organisé au niveau de CDG, au niveau du pôle. Alors, le troisième axe aussi, que nous sommes en train de développer, puisque donc, les CDG d'Occitanie vont pouvoir, certains sont peut-être plus avancés que nous, mais bénéficier d'un nouveau module qui s'appelle le module GPEC. C'est un module qui est issu de la plateforme de données sociales et qui se base sur les données que les collectivités renseignent dans le cadre du rapport social unique et pour les collectivités qui ont rempli le volet métier, le volet GPEC, de pouvoir travailler sur cette anticipation. Donc, nous, on est en train de travailler sur une possibilité d'accompagnement pour que les DGS, les RRH puissent vraiment être au fait des enjeux de la GPEC pour leur propre territoire. Donc, ce qui veut dire que là, nous, on est en train maintenant de monter en puissance sur le côté conseil en organisation pour travailler cette anticipation des PPR. Puisque nous avons les données consolidées des agents qui sont en PPR et des issus, Sandrine en parlait, alors on est quand même assez surpris favorablement, un agent sur deux rentrant en PPR va trouver une solution de replacement. Oui. Donc ça, c'est quand même, on était au départ positif. Voilà. Et néanmoins, avec ce module GPEC, on va pouvoir travailler à l'aune d'une collectivité, à l'aune d'un territoire sur les enjeux de la GPEC. C'est-à-dire passer du collectif à l'individuel et de pouvoir flécher très, très, très spécifiquement si on a des services en fragilité, c'est-à-dire qui sont plus exposés évidemment à ces problématiques de fin de carrière, voilà, notamment, ou s'il y a vraiment des enjeux, des opportunités aussi sur des territoires pour des agents qui seraient en remplacement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train aussi de travailler, et pareil, de travailler de façon transversale avec, d'un côté, l'Observatoire de données sociales, on parle de la donnée brute, cette gouvernance de la donnée qui est importante. On travaille avec le service évolution professionnelle pour travailler certains projets. Et ensuite, on a cette vision un petit peu plus stratégique, politique, avec donc les élus, les DGS, sur l'enjeu de travailler sur un module, sur une GPEC. Et on pense que c'est quelque chose qui va pouvoir donner aussi du sens et outiller les collectivités, parce qu'on sait très bien que même la GPEC, on en parle dans le cadre des lignes directrices de gestion. Ouais. Mais c'est compliqué, très concrètement, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui peut être réalisé comme action qui permettrait d'anticiper ces situations qui sont dramatiques.
Ok, bah écoutez, merci en tout cas pour ces éléments très complets et très intéressants et très complémentaires avec tout ce qu'on a dit finalement depuis le début de notre webinaire il y a un peu plus d'une heure et demie maintenant. Et effectivement, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a effectivement ce canal PPR voilà, dans lequel on rentre les agents, mais qu'on peut un petit peu anticiper avec quelques bonnes pratiques que vous évoquiez tout à l'heure aussi. Derrière, il y a le déploiement des différents outils et individuels et collectifs. Et puis derrière, c'est toute la question de la stratégie interne, de l'organisation interne, de la bonne mobilisation des compétences qu'on peut aller chercher pour avoir finalement cette transversalité des compétences pour derrière proposer un accompagnement de qualité aux agents. Et ce qui est évoqué là sur un témoignage CDG, c'est évidemment tout à fait transposable et tout à fait applicable pour tous les autres employeurs publics, cette logique de pluridisciplinarité et de transversalité des services et de la mobilisation des compétences. Euh, donc un grand merci à vous deux pour ce retour d'expérience vraiment très riche. Je vois que l'heure tourne, certains sont contraints de nous quitter, c'est normal. Pour ceux on va clôturer le webinaire dans 30 petites secondes. Simplement, si vous avez la possibilité de renseigner le petit formulaire d'évaluation, je vous promets vous savez, de toute façon, on vous le demande à chaque fois, mais c'est environ 30 petites secondes de votre temps. Donc, je vous remets le lien dans le chat. Et nous, évidemment, c'est toujours extrêmement utile d'avoir vos retours. On ouvre un cycle de webinaires. Donc, voilà, on a besoin de vos retours pour savoir ce qu'il faut ajuster. Peut-être simplement quelques petits mots en conclusion enfin voilà, en vous laissant le temps de cliquer sur le petit lien Klaxoon pour aller faire votre petite évaluation à nouveau qui va aller très vite. Simplement, un petit mot à vous dire, c'est que j'ai vu qu'il y a eu pas mal de questions qui ont été posées dans le chat et effectivement, on est un petit peu en retard sur le timing prévisionnel. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de reprendre à plat les différentes questions que vous aurez posées dans le chat et puis d'y répondre en fait et de vous faire une petite foire aux questions qui arrivera alors moins vite que le replay et le support qu'on mettra à disposition cet après-midi sur le site du Handipact. Mais par contre, voilà, on essaie d'ici la semaine prochaine de vous faire un petit retour avec les questions qui sont revenues et puis d'y apporter des éléments de réponse très synthétiques. Donc voilà, on s'engage à faire ça parce que malheureusement, on n'a pas pu prendre le temps d'y répondre. Voilà. Écoutez, je vois qu'il y a une quarantaine de personnes qui ont renseigné du coup le petit formulaire d'évaluation. Donc un grand merci à vous. Vraiment, j'insiste, ça prend 30 petites secondes. Donc tac, je vous remets le lien encore une dernière fois dans le chat. Et puis on va clôturer ce webinaire simplement en remerciant très chaleureusement et très fortement du coup l'ensemble des intervenants. Donc effectivement, Madame Jiménez, Madame Cazard pour le CDG 31, Madame Chourou pour le CDG 34. Un grand merci pour la qualité de vos interventions et la clarté de vos propos, aussi pour le temps préparatoire que vous avez consacré à ce webinaire, parce que voilà, on a pu en échanger à plusieurs reprises ensemble. J'adresse aussi mes remerciements à mon collègue Jean-Stéphane pour la qualité de la cartographie qui a été faite et aussi pour tout le temps de préparation. On est content que ce webinaire ait eu un petit succès parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin de parler de la reconversion professionnelle de l'inaptitude. Donc on continuera d'en parler avec les prochains webinaires qui rentreront dans le cadre de ce cycle qu'on a présenté tout à l'heure. Donc voilà, un grand merci aux uns et aux autres. Au plaisir du coup de se retrouver très prochainement pour d'autres temps de travail ensemble. Et du coup, on vous souhaite un bon appétit puisque effectivement, il va être l'heure d'aller déjeuner. Merci encore, passez une très bonne journée et donc à très vite. Merci Pierre, merci à tous. Merci. Au revoir. Merci Merci, au beaucoup. revoir. Au revoir. J'arrête l'enregistrement. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup aux uns et aux autres. Merci. Au revoir.